Donc voilà. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Donc merci pour votre présence aujourd'hui, à nos rendez-vous de la formation continue, qui sont des rendez-vous que nous organisons de manière régulière pour vous présenter, soit des thématiques de la part de nos enseignants-chercheurs, autour de leur formation, soit pour présenter directement, leur formation. Donc aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la thématique action éducative et enjeux migratoires. Quels défis pour les professionnels? Donc, comme je vous l'ai dit, la conférence va être enregistrée. Donc pensez à désactiver vos caméras si vous souhaitez préserver votre image. On vous demande aussi de fermer vos micros. On se permettra de le faire si jamais on entend, des petits bruits qui peuvent perturber, la présentation. Et nous vous invitons d'ores et déjà à poser vos questions, si vous en avez, dans le fil de discussion, tout au long de la conférence. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Oui, c'est bon, on le voit bien. OK. OK. Alors, je vous présente les intervenants. Donc, nous recevons aujourd'hui, Noémie Pathé, qui est directrice du DU Action sociale et migration et du master Solidarité et transition durable à la Faculté des sciences économiques et sociales et de droit de l'ICP. Et Fabrice de Roissard, directeur du Master Action éducative internationale et interculturelle à l'ISFEC La Salmouillet. Et moi-même, donc je suis Katia Latapi, je suis en charge de la promotion de la formation professionnelle et des relations entreprises à l'ICP. Alors, je vais juste rapidement vous présenter quand même l'Institut catholique de Paris. Donc nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes évalués au niveau qualité, au niveau de la recherche par le HCRS et labellisés évidemment Calliope pour la formation continue. Donc, nous possédons 3 campus, donc le campus historique de Paris, mais également un campus à Reims et un tout nouveau que nous avons ouvert à Rouen en septembre dernier. Donc l'Institut catholique de Paris est connu beaucoup pour la formation initiale notamment, puisqu'on accueille à peu près 10 000 étudiants chaque année sur le campus, dont un tiers viennent de l'étranger, puisqu'on a 140 universités partenaires dans 40 pays et qu'on est titulaire de la charte Erasmus+, pardon. Donc l'ICP propose une vingtaine de licences, 26 masters, 6 prépas et 7 doctorats. Voilà, donc l'ICP, c'est plusieurs facultés et plusieurs instituts dans des domaines différents. Donc on va avoir les domaines solidarité, interculturalité, le management, développement durable et la RSE, les ressources humaines, la médiation et la QSE, et puis l'éducation et la pédagogie, l'éthique et la santé, et enfin la théologie, la laïcité et les religions. Alors, concernant la formation professionnelle à l'ICP, notre signature, l'esprit grand ouvert sur le monde. Donc, on va dire qu'on répond à notre mission d'utilité sociale puisqu'on propose une offre de formation continue qui est conçue avec le monde du travail sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des universitaires, avec les savoirs des enseignants-chercheurs, et ça va nous permettre d'éclairer en fait les experts et les acteurs économiques, et on va travailler avec les entreprises, les organisations pour cela. Donc l'objectif étant de les aider à faire face aux conséquences des profondes révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales auxquelles on est confronté aujourd'hui, hein. Donc en gros, nous on travaille chez l'ICP, on a 900 enseignants-chercheurs dont 50% sont issus du monde professionnel. On fait de la formation en présentiel, en distanciel et en hybride, et on va associer forcément, puis dans ce cadre-là, tout ce qui est théorique, apport théorique avec la pratique et donc avec les professionnels.
Donc pour ça, sur la formation continue, on accueille 4 000 stagiaires, par an. On fait un peu d'apprentissage, ça reste encore à développer. On a de la reprise d'études pour 30 des masters, 2 titres RNCP et 6 certifications inscrites au registre spécifique, une trentaine de diplômes universitaires qui sont compatibles avec, une activité professionnelle et des formations professionnelles courtes sur mesure. Alors, c'est aussi une chaire ICP-ESSEC qui s'appelle Entreprises et biens communs, où on fait de la recherche disciplinaire autour de la notion de bien commun appliquée aux entreprises. Et puis aussi une chaire numérique et citoyenneté en partenariat avec l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs. Donc voilà, grosso modo, qui est l'ICP. Et maintenant, je vais laisser place à Noémie et à Fabrice qui vont vous présenter, qui vont débattre autour de l'action éducative et les enjeux migratoires. Voilà, normalement, j'ai arrêté le partage. Noémie, je pense que tu dois pouvoir. OK, merci beaucoup Katia. Je branche mon PowerPoint et c'est parti. Voilà, normalement c'est bon, vous voyez le PowerPoint et vous me voyez également? Katia, je te laisse me Oui, je confirmer, je pense que s'il c'est te un peu plaît. petit. C'est un peu petit. Je ne sais pas si tu as Ouais, moyen de en fait, le. c'est le j'ai pas encore trouvé d'autres solutions pour faire mieux que ça, malheureusement. Ah, Ouais. OK. Attends. Sinon, tu me l'envoies et je le partage. On peut faire comme ça aussi. Est-ce que c'est mieux comme ça? En fait, ça Non? fait un petit carré. Ouais. Attends, j'essaie de trouver une autre solution. Pardon, il y a mon ordinateur qui voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va dire que ça va aller. Allez, Ça va c'est pas aller? grave. Ouais, ouais, ça va aller, t'inquiète pas. De toute façon, on OK. va surtout t'écouter, ça reste le support, t'inquiète pas. Ah, Noémie, on t'a perdu. Alors je suis là. Ah, Ouais, par contre, voilà, j'ai un petit problème technique, mais j'arrive. OK. Excusez-nous les aléas du direct. Voilà, excusez-moi. Il y a pas de Je pense souci. que ça va aller. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mes excuses pour ces petits problèmes techniques. Donc je m'appelle Noémie Pathé. On va vous proposer, avec mon collègue Fabrice de Roissard, 3 temps, consécutifs. J'assurerai le premier qui va porter, sur sur les jeunes en situation de migration face aux enjeux, d'éducation. Je laisserai ensuite la parole, à Fabrice qui, parlera plutôt du point de vue des enseignants face à l'accueil des élèves issus de la migration et puis on essaiera de garder un temps d'échange, à la fin, d'autant plus que je crois savoir que nous avons parmi nous et je m'en réjouis, justement des professionnels du secteur enseignant et éducatif et donc ce sera l'occasion, d'une part de poser les questions que vous pourriez avoir par rapport à nos présentations, mais aussi et peut-être surtout d'apporter vos propres expériences et vos propres témoignages. Alors, voilà, je vais commencer par définir quelques éléments de contexte, sur ces jeunes en situation de migration qui se retrouvent face, aux enjeux, éducatifs. Alors, dans un premier temps, de qui parle-t-on?
On parle d'abord donc d'enfants en situation de migration. La migration, quel que soit l'âge à laquelle on la vit, eh bien, va convoquer ce qu'on pourrait appeler des lieux communs de l'exil, c'est-à-dire des expériences communes, et notamment l'expérience du déracinement, des difficultés d'acculturation, de discrimination, mais aussi le fait d'être associé aux thématiques de l'insécurité, de la méfiance, du soupçon, etc. Et c'est d'autant plus le cas depuis les années 70-80. Et du coup, ces enfants en situation de migration, eh bien, s'inscrivent dans une forme d'ambivalence de traitement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois enfants et donc viennent convoquer des réactions de protection, et à la fois migrants et donc viennent provoquer des réactions d'insécurité et donc du rejet ou du contrôle. Et du coup, au fil de ces pratiques de contrôle, de rejet, des enfants en situation de migration, eh bien, on peut repérer en fait plusieurs catégories, plusieurs situations dans lesquelles ces enfants en situation de migration se retrouvent, puisqu'il ne s'agit pas d'une catégorie homogène, mais plutôt d'un ensemble de réalités variées. Alors, je pense qu'on peut partir de 2 distinctions pour explorer ces différentes catégories. La première distinction importante à mon sens, c'est celle du rapport à l'expérience de la migration. C'est-à-dire, est-ce que, l'enfant a fait lui-même l'expérience de l'exil, ou est-ce que cette expérience a été, vécue, par les parents ou par les grands-parents, et cette expérience a pu être transmise d'une manière ou d'une autre à travers les générations. Donc, 1re distinction, et là on a, voilà, en fonction du rapport à l'expérience exilique, des travaux, des recherches qui s'intéressent, eh bien, à la spécificité de ce qu'on va qualifier de première génération, ou de la deuxième, troisième génération. Et puis la deuxième distinction qu'on peut faire, c'est le rapport à la menace. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est potentiellement expulsable ou non? Alors, juridiquement, un enfant n'est jamais expulsable. Par contre, il peut être dépendant du statut administratif de ses parents. Voilà, et donc du coup, entre ces deux, au croisement de ces deux distinctions, on voit apparaître différents types d'enfance en migration. Je vous ai mis quelques sources, quelques références d'auteurs qui travaillent sur chacune de ces catégories, voilà, pour vous donner des idées de lecture, pour accompagner un peu vos recherches. 1re catégorie qu'on peut mentionner, c'est les enfants roms et les EFIV, c'est-à-dire les enfants de familles itinérantes et du voyage, avec une littérature notamment d'Olivier Perroux qui porte sur les enjeux de la marginalisation, du racisme culturel, structurel, des enjeux d'accès à la scolarisation, etc. Autre catégorie sont les enfants de demandeurs d'asile ou enfants de réfugiés. Là, vous avez toute une littérature très intéressante des ethnopsychiatres, je pense notamment à Marie-Rose Moreau, qui travaille sur le rapport de l'enfant à l'histoire familiale, qui est plus ou moins transmise, mais qui peut être vécue par ricochet par les enfants. Et puis une autre littérature, je mentionne rapidement Olivier Davier, qui porte sur le fantasme de la réussite scolaire de l'enfant de demandeurs d'asile chez les parents demandeurs d'asile, ou voilà, un enjeu également assez intéressant. 3e catégorie sont les enfants de sans-papiers, qui, voilà, quand on se penche sur la littérature qui étudie leur réalité, et bien, on voit apparaître des réalités, notamment dans le champ scolaire, hein, de ces enfants de sans-papiers qui viennent provoquer de fortes mobilisations citoyennes, notamment à travers le phénomène de la chaise vide, pour reprendre le terme de Damien Deblic, c'est-à-dire cette chaise d'un enfant qui, d'un jour à l'autre, eh bien, n'est plus occupé, et donc qui va provoquer de fortes mobilisations citoyennes. Autre catégorie sont les enfants d'immigrés ou d'expatriés. Et je fais exprès d'associer ces deux cas de figure, puisque elle met bien en évidence la différence de valeur sociale associée à ces deux versions d'un même phénomène. Et notamment quand on s'intéresse à la situation des enfants dans le champ scolaire, on peut se pencher sur voilà, les différentes valorisations des compétences linguistiques de ces enfants. Voilà, un enfant bilingue français-allemand ne sera pas valorisé de la même manière qu'un enfant bilingue français bambara, par exemple. Bambara.
Voilà et puis dernière catégorie sur laquelle je vais plutôt focaliser mon propos parce que, c'est une catégorie qui est au cœur de bien des débats aujourd'hui, c'est celle donc des mineurs non accompagnés, qu'ils soient ou non confiés, à la protection de l'enfance, qui sont donc des jeunes migrants âgés de moins de 18 ans, qui ont quitté leur pays d'origine et qui se retrouvent sur le territoire d'accueil sans représentant légal, c'est-à-dire en situation d'isolement. Très rapidement, quelques éléments pour, définir un peu ce groupe. Ce sont donc principalement des garçons, même si on observe une légère, augmentation dans la proportion de jeunes filles depuis 2020. Majoritairement des jeunes garçons, jeunes adolescents entre 16 et 18 ans pour 80 d'entre eux, majoritairement originaires de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres pays comme des pays d'Afrique du Nord, comme le Bangladesh, l'Afghanistan, le Pakistan et cetera. Une catégorie migratoire en réalité très, hétérogène, contrairement à ce qu'on pourrait, à ce qui est laissé entendre dans certains discours, hein, qui présentent la catégorie MNA comme une catégorie uniforme, une entité, une masse un peu homogène. En réalité, la recherche le montre bien, les facteurs migratoires des MNA sont complexes, pluriels, les motifs s'entremêlent, les profils sociaux sont très variés. Voilà, on voit apparaître, au fil d'une même trajectoire parfois, bien différents motifs migratoires que sont, les conflits armés, le risque d'enrôlement, les conflits familiaux, les maltraitances, les réseaux d'exploitation, de mise en esclavage, la responsabilité, familiale en tant qu'aîné de la famille, les pratiques d'adoption informelle, le transit, pour aller vers un autre pays ou bien l'errance. Mais finalement, quel que soit le motif de la migration de ces mineurs, là je m'appuie sur les travaux de Smaïn Lacher, eh bien l'un des facteurs de réussite et de longévité scolaire réside dans les conditions d'immigration et d'émigration. Autrement dit, si je reformule ça, la spécificité des MNA et de leur trajectoire migratoire a un fort impact sur leur parcours éducatif et scolaire. Alors pour ma part, j'ai fait le constat, lors de mes recherches qu'une majorité des mineurs non accompagnés en demande de protection, en France, ont pris la route pour devenir quelque part acteurs de leur vie. C'est-à-dire, ils partent pour, faire sa vie, pour trouver un avenir, pour chercher une éducation. À leur arrivée, les jeunes migrants, on entend souvent, ce type de discours-là. Ils annoncent parfois, des objectifs de réalisation personnelle, de projets valorisants. Voilà, ils cherchent à devenir, par exemple, médecin, musicien, footballeur. Ils souhaitent faire des études, aider son pays et cetera. Donc on voit bien qu'il y a, ce partage d'une aspiration commune. L'aspiration à un accomplissement de soi, un désir d'émancipation qu'ils associent à la recherche d'une forme d'élévation sociale et professionnelle et qui dépasse de loin une simple quête économique. Cette aspiration s'appuie fortement sur, un imaginaire migratoire, imaginaire du pays d'arrivée qui serait le pays, d'opulence, de réussite sociale, d'accès à ses droits et cetera. Et donc, en raison de cette forte idéalisation du pays d'accueil, eh bien, l'arrivée, la confrontation avec la réalité, se fait parfois dans de douloureuses déconvenues, qui peuvent mener à une reconfiguration du projet, voire à un abandon total du projet. Alors, pourquoi, on en arrive là? Pourquoi on fait ce constat-là? Rappelons d'abord que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant a établi le principe de non-discrimination de l'accès à la scolarisation, un principe qui est confirmé dans le droit national par un dispositif de protection socio-éducative complet et par plusieurs textes adoptés, notamment en 2012 et 2014, qui viennent compléter le code de l'éducation et préciser que, je cite: «L'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur». Toutefois, l'école n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation pour tous les enfants de moins de 16 ans, sans aucun regard sur la situation administrative de l'enfant, selon le code de l'éducation. Et au-delà de 16 ans, l'éducation reste un droit pour les MNA. Plusieurs recommandations ont d'ailleurs été formulées autour des années 2015 par la CNCDH, par le Défenseur des droits et par d'autres institutions, selon lesquelles il s'agit de garantir un accès effectif aux formations de droit commun et non seulement à, je cite, une éducation au rabais, notamment en s'assurant que les MNA soient accompagnés par les services éducatifs auxquels ils sont confiés, et ce, à toutes les étapes du processus scolaire. La première de ces étapes, c'est l'évaluation du centre, pardon.
La première étape, c'est donc l'évaluation du centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage, donc le CASNAV, qui est un service du rectorat, qui donc procède à une évaluation qui doit être réalisée dès l'arrivée des jeunes pour mettre en évidence le niveau de français, de mathématiques et les compétences scolaires à la fois orales et écrites. Une fois l'évaluation effectuée, le jeune migrant est orienté vers une classe en fonction de son niveau. Donc il est soit affecté dans un dispositif classique de l'éducation nationale, soit vers un dispositif d'orientation dérogatoire géré par le CASNAV, qu'on appelle l'UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. C'est une classe d'accueil qui va permettre de pouvoir ensuite intégrer une voie générale, technique ou professionnelle. La plupart des MNA qui sont accompagnés dans une scolarisation sont envoyés en centre de formation des apprentis, en CFA, ou en centre de formation professionnelle, en CFP. Cette orientation s'explique par un enjeu majeur et central dans le parcours des MNA, c'est la régularisation par un titre de séjour à la majorité ou l'accès à un contrat jeune majeur qui permet de prolonger la prise en charge de quelques années. Dans un cas comme dans l'autre, le critère d'examen principal, c'est l'insertion dans la formation. Or, la formation professionnelle est l'orientation qui leur donnera le plus de chances d'obtenir un titre de séjour, en plus d'être le meilleur moyen d'accéder à l'autonomie matérielle. Donc, un accompagnement éducatif pertinent qui permet une bonne orientation et une insertion durable dans la scolarité relève donc d'une importance capitale, centrale pour les MNA. Et pour explorer davantage ça, je vous propose de revenir sur 5 lieux de tension que cela représente pour ces jeunes migrants. Le premier lieu de tension, c'est le fait d'être pris dans des injonctions paradoxales. D'une part parce que je l'évoquais à l'instant, la question du choix de parcours scolaire est fortement limitée, par les enjeux administratifs et donc, certains souhaiteraient s'orienter vers une filière générale, vers des études supérieures, et sont orientés vers la voie technique et professionnelle, qui apparaît en réalité comme la seule voie stratégique. Ce qui peut avoir des effets sur leur capacité à adhérer à cette voie. Et puis l'autre point, c'est qu'à leur arrivée, certains jeunes migrants ont l'espoir de trouver rapidement un moyen de gagner un peu d'argent pour différents motifs. Il y a une dette à rembourser, une famille à soulager, et cetera. Et ceux qui, rentrent dans un projet, scolaire peuvent être pris dans ces tensions, paradoxales avec d'un côté l'éducateur et le cadre législatif français et de l'autre les pressions qu'il peut se mettre lui-même sur les épaules ou les pressions de la famille ou de la communauté d'origine qui peuvent plaider pour une intégration immédiate sur le marché du travail. Et la conséquence, c'est que, il est nécessaire, de mettre en place un véritable travail d'accompagnement et de négociation pour faire tenir entre guillemets «la scolarité». Le deuxième point de tension, c'est, que ces jeunes font face à des pratiques hétérogènes et des solutions parfois peu adaptées. D'abord, en l'absence d'un pilotage effectif au niveau national, les pratiques du CASNAV sont très variables d'une académie à l'autre et on constate une forte disparité, notamment sur les procédures d'évaluation. Par exemple, sur la question de la présence de l'interprète, l'accompagnement systématique des MNA par un adulte référent, sur la distinction entre le niveau de français et le niveau scolaire ou encore sur le fait que le parcours migratoire n'est pas toujours pris en compte dans l'oubli de certaines compétences scolaires et cetera. Et puis, après le test CASNAV, se pose la question de l'orientation et en fonction des disponibilités des structures de scolarisation, là aussi, les jeunes se trouvent, dans une situation d'inégalité territoriale et quand il y a peu de place quelque part, eh bien, il arrive que certains parmi les plus âgés ne soient même pas reçus par les services en charge de l'évaluation. On peut aussi poser la question de l'adaptation des solutions qui, elles, sont proposées. D'après le code de l'éducation nationale doit proposer des réponses adaptées au niveau de français et au niveau scolaire de chaque enfant. Certains des MNA ont un niveau scolaire très faible, on le sait, certains ne savent pas écrire ou bien présentent une méconnaissance des outils scolaires, de l'emploi du temps, carnet de liaison, dictionnaire, et cetera. Une méconnaissance des codes culturels de l'école, des méthodologies de travail, et cetera. Certains n'ont jamais été scolarisés, certains n'ont été scolarisés qu'en madrasa, en école coranique. Et une fois en France, ceux-ci sont en réalité rarement scolarisés ou bien bénéficient seulement de quelques heures de cours de français. Et voilà, ce constat est encore plus grand quand, les jeunes ont entre 16 et 18 ans. Le problème, c'est que ce profil-là, 16-18 ans, peu ou pas scolarisé, c'est un profil très récurrent chez les MNA. Et donc des jeunes qui, à la majorité, vont avoir peu de chances d'être régularisés.
Autre point de tension, c'est le fait de tenir la course contre la montre. Selon les travaux, on estime en moyenne que l'attente pour une place est de plus de 10 mois. Ce qui représente en réalité la perte d'une année scolaire. Un tel délai est renforcé par le fait qu'une majorité d'entre eux passent d'abord par une classe d'accueil qui est conçue comme un tremplin vers l'accès à une formation. Or, beaucoup d'entre eux entrent en classe d'accueil à 17 ans et ils sont donc toujours à 18 ans, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir un titre de séjour ou un contrat jeune majeur. Et il faut prendre conscience que combien les enjeux administratifs de la scolarisation sont un vecteur de très forte inquiétude pour ces jeunes. Voilà, donc l'accès au diplôme pour ces jeunes migrants relève à la fois d'une course d'obstacles, mais aussi d'une course contre la montre. Autre point de tension, sont des jeunes qui se retrouvent parfois à étudier, à être scolarisés, alors même que leur minorité est contestée. Une grande partie des jeunes, mineurs non accompagnés, n'accèdent pas à la protection de l'enfance. Certains ne la demandent jamais. Or, l'accès à la scolarité n'est pas déterminé par, l'accès à la protection de l'enfance. Donc on a des associations, des collectifs citoyens qui viennent, quelque part combler, proposer un accès différé aux droits fondamentaux, à l'hébergement et à l'éducation, et accompagnent ces jeunes dans leur scolarité. On observe toutefois un obstacle puisque la question du statut peut parfois apparaître comme un critère de sélection, dans certains contextes où la priorité va être donnée aux jeunes entrés dans le cadre du regroupement familial, aux enfants de réfugiés statutaires, aux MNA placés à l'ASE, au détriment des MNA déboutés de la minorité ou des enfants de sans-papiers notamment. Et puis un autre point qui me semble important, c'est que, à chaque étape, la scolarité, fait rencontrer aux jeunes des personnes qui ne sont pas toujours formées, aux spécificités, de leur situation. Et par exemple, certains auteurs mettent en avant le fait que les MNA sont parfois, perçus comme non scolarisables. Leur niveau de français et leurs caractéristiques sociales sont considérés comme insuffisants pour «s'adapter» entre guillemets, pour s'intégrer. Je m'appuie ici sur Claire Schiff qui a étudié ce sujet et qui a constaté un amalgame entre les élèves difficiles, entre guillemets, et les élèves primo-arrivants, ce qui s'explique selon elle par l'ethnicisation des phénomènes de violence scolaire et qui a pour conséquence le renforcement de l'orientation des MNA vers des sections peu valorisées. Pourtant, les MNA arrivent souvent très optimistes et confiants face à l'école française, ce qui les différencie fortement de certains jeunes qu'ils côtoient dans les filières professionnelles, qui, eux, ont une vision plutôt désenchantée de l'institution et de sa capacité à leur offrir un avenir. Au regard de ces amalgames, méconnaissances et autres représentations collectives, les jeunes doivent donc être accompagnés par un référent qui permettra une plus grande compréhension et donc une meilleure mobilisation des enseignants et encadrants, en expliquant par exemple, eh bien, les convocations à l'ASE, les dispenses de frais de cantine, les enjeux d'hébergement après la majorité, et cetera. Plus largement, ça interroge aussi la place d'une véritable formation initiale des équipes enseignantes sur les enjeux linguistiques et pédagogiques de la scolarisation des élèves migrants. Et puis dernier point de tension, une grande partie d'entre eux sont amenés à étudier, en situation de précarité. Certains, mineurs non accompagnés, pris en charge, sont hébergés en foyer ASE, en famille d'accueil, mais une grande partie d'entre eux, sont hébergés en hôtel social. Et puis la quasi-totalité de ceux qui sont scolarisés en dehors d'une prise en charge vont se retrouver soit en foyer, pour travailleurs, soit en situation de rue, et cetera. Et donc, ces jeunes-là vivent dans des conditions matérielles et sociales qui sont très précaires. Ils doivent se gérer par eux-mêmes, gérer leurs repas, par exemple, qu'ils doivent prendre dehors tout en respectant le couvre-feu, en faisant leurs devoirs. Et c'est une précarité sociale qui vient s'ajouter à une fragilité psychologique et à un enlisement dans des procédures administratives longues et complexes, des facteurs qui induisent d'importantes difficultés scolaires. Voilà, un petit mot pour conclure. Il est difficile, voire impossible, d'avoir des données précises sur le parcours éducatif et scolaire des MNA à l'échelle territoriale, pour différentes raisons. D'abord, des mineurs dont la minorité n'est pas reconnue,
sont scolarisés par des associations. Des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne sont pas scolarisés. On constate des pratiques très variées d'un département à l'autre, etc., etc. Et donc, du coup, on a du mal à avoir des données précises sur l'ensemble du territoire. Par contre, l'état des lieux des enjeux de l'accès à la scolarité permet de mettre en évidence qu'il s'agit pour eux à la fois d'une course contre la montre et d'une course d'obstacles. Confrontés à ces différents obstacles, les MNA font souvent preuve de découragement et sont tentés d'abandonner, en dissonance avec le fort désir d'émancipation sociale qui a été, pour beaucoup d'entre eux, je le disais tout à l'heure, le moteur de leur migration. Et donc cette situation peut entraîner pour eux une fragilisation psychologique très importante. Là, je m'appuie sur les travaux de Sidney Gauthier, qui montrent comment cette période précisément peut représenter un moment où le jeune lâche prise, où il décompense psychiquement. Alors pour finir, je voulais terminer en posant la question de la reconnaissance et de la valorisation des compétences développées par ces enfants en situation de migration dans leur pays d'origine, dans les pays de transit et dans les pays d'arrivée. Ce sont des jeunes qui ont développé de grandes compétences multilinguistiques, multiculturelles, des compétences d'intercompréhension non verbale ou paraverbale, des compétences professionnelles développées en travaillant, etc., etc. Et sans doute y a-t-il là un enjeu de taille pour nos équipes éducatives et enseignantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à mon collègue Fabrice. Merci beaucoup, Noémie. Voilà, je suis en Alors, train d'arrêter le partage, comme ça tu peux prendre la ça suite. marche. Je vais essayer de partager. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'essaie de partager tout de suite ma présentation. Euh, Là, est-ce que vous la voyez? Oui, Oui, c'est bon, ça fonctionne. super. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabrice Dorassard, je travaille entre autres à l'ISFEC La Salmounier, donc notamment sur la direction du Master Action éducative internationale et interculturelle, qui ne traite pas directement des questions ou pas uniquement des questions de migration et d'éducation, mais qui s'y intéresse malgré tout, et aussi au contact des étudiants de Master MEF premier degré pour qui la question de la place des élèves migrants est centrale et revient très souvent. Donc l'idée ce soir, c'était de parler un peu de cette question du point de vue des enseignants, ou plutôt même peut-être plus largement de l'école, hein, face à l'accueil de ces élèves issus de la migration. Euh, bon, ça marche. Donc, je vais orienter mon propos en 4 parties. Alors, d'abord, revenir sur quelques termes. De quoi parle-t-on? Je vais essayer d'éviter qu'il y ait trop de redites, mais revenir sur deux, trois, euh, deux, trois termes, deux, trois concepts. Ensuite, parler de la question de l'accueil plus spécifiquement, puis de la prise en charge en classe. Et enfin, de revenir notamment en m'appuyant sur ce que produit EduScol, sur les limites de la centration sur l'apprentissage du français, qui est souvent un point qui revient régulièrement. Donc, on partira de quelques idées reçues qu'on pourra discuter. Pour commencer, de quoi parle-t-on? Alors, il me paraît important de revenir sur la question du terme allophone, puisque ces enfants migrants sont souvent, le plus souvent allophones, ou en tout cas, c'est comme ça euh, que se produit le premier obstacle pour l'école. Hein, donc, des personnes qui, dans un territoire donné, ont pour langue une autre langue que la langue ou les langues officielles du territoire. Un élève allophone, c'est donc un élève qui parle une autre langue que celle du système éducatif qu'il fréquente et du pays d'accueil. Donc, pour nous, des élèves non francophones, plus particulièrement, les EANA sont des élèves allophones qui sont arrivés en France depuis moins de 2 ans. Alors, le terme allophone apparaît officiellement dans la circulaire d'octobre 2012 qui s'appelle Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, donc les EANA, et puis chez certains auteurs que citait Noémie, notamment, sur lesquels je ne reviendrai pas, et qui insistent sur l'importance de la langue première pour apprendre la langue seconde, la langue de scolarisation, en réalité. Très souvent, je parlais des étudiants de MEF notamment, hein, les étudiants de MEF qui, dans leur écrit de recherche, s'intéressent aux élèves migrants, se heurtent d'abord à cette question, et c'est pour ça que je pensais qu'il était important d'y revenir. Comment on enseigne dans des structures francophones françaises euh, à des élèves qui ont des parcours divers, on va y revenir, mais qui plus est, n'ont pas une pratique
parfaite de la langue d'apprentissage. Alors, comme le disait Noémie, ce sont des élèves qui ont des profils variés, hein, que ce soit pour leur famille ou leur spécificité propre. Il y a donc différentes réalités familiales et administratives sur lesquelles je reviens très rapidement, puisqu'on les a évoquées, mais donc les enfants expatriés en fonction en France, les enfants qui ont été scolarisés en France, mais qui ont quitté le territoire pendant plus d'un an, les enfants de personnes immigrées qui bénéficient d'un regroupement familial, les enfants de demandeurs d'asile, réfugiés, sans papier. Également les mineurs non accompagnés dont on parlait, qui sont confiés à l'ASE par décision du juge des enfants. Je vois une faute de frappe, pardon. Puis les EFIV, sur lesquels je reviendrai moins, mais les enfants de familles itinérantes et du voyage. Voilà, ça montre aussi à quel point c'est un spectre varié, difficile à prendre en main pour des enseignants qui, comme le disait Noémie, ne sont pas toujours formés à ces problématiques, ne serait-ce que sur la question linguistique, face à des publics qui sont en situation de migration, mais qui vivent aussi des réalités extrêmement diverses et des réalités sociales complètement opposées. Donc ce sont des publics hétérogènes, hein, que ce soit au niveau de l'âge, évidemment du pays d'origine, de leur date d'arrivée et surtout du contexte de migration, mais également qui sont issus de milieux socioculturels variés, on le disait tout à l'heure, qui pratiquent des langues parlées dont la distance par rapport au français peut être plus ou moins forte. Évidemment, c'est pas la même chose d'arriver dans un pays en maîtrisant une langue latine qu'une langue qui utiliserait l'alphabet cyrillique, par exemple. Il y a aussi la question du statut du français dans le pays d'origine, hein. Quel est le rapport culturel à la culture française? Et puis, les conditions de scolarisation antérieures, les systèmes scolaires, hein. Est-ce que ces enfants ont été scolarisés? Dans quel cadre? À quel degré? Et puis, quel temps de pause y a-t-il eu, dans leur scolarisation, du fait de leur migration? Et puis, il y a la question des acquisitions scolaires, hein, qu'on évoquait, et la nécessité pour l'institution de les évaluer, heu, à leur arrivée dans le système éducatif français et là, c'est une gageure. On le verra, c'est complexe et puis cette, évaluation, elle repose surtout donc sur la maîtrise des enseignements, enfin des connaissances fondamentales que sont, le français, écrit et parlé et enfin écrit et oral et la question des mathématiques en mettant de côté une grande part des autres disciplines académiques. Alors pour, après avoir, rapidement parlé un peu de ces, des profils, de ces élèves, revenons sur la question de l'accueil. Bon, je reviens, très, très rapidement, hein, sur le parcours de l'élève allophone à son arrivée en France. Donc Noémie l'a dit, il y a, d'abord un accueil et un positionnement pédagogique posé par le CIO et par le CASNAV. Puis c'est, les départements qui les affectent, hein, la DSDEN et puis ensuite une inscription en établissement scolaire, avec un délai de temps que citait Noémie plus tôt. Donc c'est un parcours complexe déjà. Alors évidemment, il y a d'autres structures qui existent, hein, on parlait des dispositifs d'accueil autres, puis d'accueil spontané dans les établissements parfois. Donc la première étape, c'est donc cet entretien au CIO avec, un ou une psy de l'éducation nationale et puis là, on prend, les renseignements administratifs, on s'intéresse aux langues parlées ou à la langue parlée par ces élèves, ces jeunes, par leur parcours scolaire, leur positionnement en fonction de la classe, dans le pays d'origine et de la classe d'âge pour les élèves d'âge collège, à savoir que, quel que soit leur niveau, ils doivent être scolarisés dans une classe d'âge, correspondante et puis, donc 3 possibilités à partir de là. Soit ce sont des élèves qui relèvent de l'UPE2A, c'est-à-dire qui sont non francophones lecteurs ou non lecteurs sur caractère latin, qui, parfois sont francophones mais sans maîtrise du système écrit ou qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine, pardon. Soit, ce sont, des élèves relevant de l'UPE2A, NSA, donc des francophones ou des non francophones, mais qui ont peu ou pas été scolarisés antérieurement. Et la dernière catégorie, la dernière possibilité d'orientation, ce sont les élèves qui relèvent du suivi linguistique, c'est-à-dire des francophones qui correspondent au niveau A2 du CECRL, du cadre européen commun de référence pour les langues,
hein, le niveau A2 de leur arrivée, à leur arrivée, et qui ont déjà suivi un an en UPE2A. Le niveau A2, on est sur quand même un niveau qui est inférieur à ce qu'on appelle le niveau seuil malgré tout. Et puis, il y a un positionnement sur une cellule d'accueil pour les élèves d'âge lycée. Et une deuxième étape pour les élèves qui sont en âge d'aller au lycée avec un test de positionnement en langue d'origine, en langue française, même si celle-ci n'est que partiellement maîtrisée, et en mathématiques. Et à l'issue de ce test, eh bien, il y a soit un positionnement en UPE2A en lycée général ou UPE2A lycée professionnel, voire directement en classe ordinaire en lycée professionnel. En sachant qu'un très grand nombre, alors les nombres varient d'une académie à l'autre, mais se dirigent plutôt vers la voie professionnelle, notamment de par cette question de la maîtrise de la langue française, hein. Bon, l'UPE2A, j'y reviens juste très très vite puisque Noémie en a parlé. C'est l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, donc, qui est citée dans la circulaire de 2012 dont je parlais, mais déjà en 2002, hein, dans la circulaire modalité d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premiers et second degrés. Depuis 2012, ce sont des dispositifs et non plus des classes. C'est une structure ouverte qui va favoriser l'inclusion progressive de l'élève en classe ordinaire. On parle maintenant, donc, comme je vous le disais, d'élèves allophones et non pas seulement d'élèves non francophones. Et puis, on prend en charge euh, des EANA à partir de l'école élémentaire. Pardon. Euh, la durée de prise en charge, elle est d'une année à partir de la date d'arrivée, 2 pour les élèves qui n'ont pas été scolarisés antérieurement, avec un horaire hebdomadaire au sein du dispositif qui soit au minimum de 9 heures, avec il n'y a plus d'effectif maximal qui était jusqu'alors posé. Bon, le CASNAV, Noémie, on a parlé. Pour revenir rapidement sur ces différentes missions, il y a une mission d'expertise pédagogique, hein, avec aussi, au-delà de tout ce qui est le travail d'orientation des jeunes, de positionnement en termes de niveau académique, une mission vraiment d'expertise et de production d'outils et de documents, notamment à des fins de publication. C'est aussi une instance de conseil, de coopération et de médiation, hein. Donc, elle assiste, elle conseille les enseignants des visites dans les établissements, des animations de réunion, des rencontres de personnel qui prennent en charge les élèves relevant d'une attention du CASNAV. Et puis, c'est aussi les relations avec les partenaires dans le cadre départemental. Et enfin, c'est aussi un centre de ressources et de formation, hein. Donc, le CASNAV conduit des actions de formation initiale ou continue. Et le programme des interventions est arrêté avec les responsables départementaux et avec le responsable académique du CASNAV pour les actions académiques. Il y a aussi tout un pan voué à la conduite de recherche-action, hein, pour aboutir à de nouvelles propositions pédagogiques. Alors, comment accueillir l'élève allophone au-delà de la seule inclusion scolaire, si j'ose dire? Bien d'abord, il y a la considération que c'est l'affaire de toute l'équipe éducative, hein. L'écueil, ce serait de considérer que seul est concerné l'enseignant en charge de l'UPE2A ou du dispositif d'accueil. C'est important que cette prise en charge soit globale, à plus forte raison quand on connaît les difficultés sociales que peuvent rencontrer les jeunes concernés. Il est nécessaire de créer un lien avec les parents ou les structures d'accueil, et c'est là à nouveau une difficulté pour l'école, hein, de trouver qui sont les interlocuteurs qui vont permettre une coopération autour de la scolarité de l'élève, hein, et puis de s'assurer pour que la dimension pédagogique soit réussie, que l'école se passe bien, que le cadre dans lequel l'élève vit est aussi sécurisant, adapté, etc. Et puis, c'est aussi s'informer sur les éléments qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages de l'élève, alors à la fois son pays et sa langue d'origine, hein. Alors, on peut d'ailleurs se renseigner sur les parcours migratoires et les répertoires linguistiques familiaux, c'est-à-dire quelles langues sont parlées avec qui. Le rapport de la famille et du jeune à l'écrit, et puis dans quelle langue, et puis le rapport de la famille à l'école, à son histoire, l'histoire scolaire de la famille, le rapport au diplôme, aux qualifications professionnelles, etc. Enfin, en gros, quelle est la relation de l'élève à l'école avant même son intégration dans le système. Alors, comment le prendre en charge en classe? Alors, vaste question, vous me direz. Alors, quelques pistes, hein. C'est d'abord de préparer le groupe classe et l'équipe éducative en amont, hein, donc en faisant des présentations, en faisant la visite des classes, des locaux aussi pour l'élève quand il arrive, d'être très précis sur les horaires, les règles,
et éventuellement de mettre en place au niveau de la classe un tutorat ou des élèves repères qui pourront être des ressources pour cet élève arrivant dans une structure nouvelle. Je vous le disais, s'informer sur le pays d'origine de l'élève, son parcours antérieur, hein, dans le pays d'origine et depuis l'arrivée en France, les langues parlées, prévoir, on y reviendra, une évaluation diagnostique, et puis aussi parfois être en mesure d'accepter une période d'observation avant que les productions soient rendues, et tolérer un besoin parfois de décrocher, hein, d'avoir conscience de l'attention qui est demandée à l'élève allophone, qui plus est, qui vit des situations parfois de précarité très fortes en dehors de l'école, ben, d'avoir conscience qu'il peut lui arriver de décrocher et que ce décrochage n'est pas un signe de manque d'intérêt. Et puis, c'est encourager toutes les tentatives de communication, laisser parler jusqu'au bout, sans corriger, sans reformuler immédiatement, mais ensuite, hein, pour ne pas sanctionner la prise de parole par des corrections grammaticales, sémantiques, etc. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des défis pour les enseignants qui, le plus souvent, ne sont pas formés euh, à la question de l'accueil d'élèves allophones dans leur classe, en dehors des enseignants qui ont passé la certification français langue étrangère notamment. Et puis, c'est aussi le besoin, évidemment, de parler lentement, sans exagération, avec des phrases qui soient simples, mais construites. Alors, il faut aussi garder en mémoire qu'il y a des mises en place d'adaptation possibles pour les élèves allophones. Il faut les considérer comme des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, à ce titre, ils peuvent avoir besoin d'adaptation et ils y ont le droit. Il peut s'agir d'un suivi linguistique après le passage en UPE2A, en ayant conscience qu'une langue, ça prend 7 ans. On a vu que le temps en UPE2A était limité à 1 ou 2 ans maximum. Et donc, au-delà de ce temps d'inclusion en UPE2A, il s'agit de mettre en place les conditions d'un suivi linguistique pour l'après, des cours supplémentaires, des ateliers, que sais-je, des choses qui vont favoriser aussi l'immersion. Un étayage supplémentaire en cours, hein, pour solidifier les apprentissages en offrant des renforcements, et puis des aménagements aux examens, hein, auxquels ces élèves ont droit. Ils peuvent prétendre dans les 3 premières années de leur scolarisation en France à des aménagements aux examens, type recours à un dictionnaire bilingue, par exemple. Alors, pour poursuivre, je voulais revenir avec vous sur quelques idées reçues que met en avant Eduscol et qui me paraissaient intéressantes d'évoquer, notamment autour de cette centration sur l'apprentissage du français. Parce qu'évidemment, la première question qu'on se pose quand on est en passe d'accueillir des élèves allophones, c'est comment on va faire si le rapport au français est distant ou lointain. La première idée reçue, ce serait de dire qu'il n'est pas possible d'évaluer les compétences scolaires et langagières d'un élève qui est nouvellement arrivé et qui ignore tout du français. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, c'est pas tout à fait juste. D'abord, il existe des ressources qui sont produites par des acteurs de terrain et qui sont publiées par Canopé. Alors, quelques exemples, vous avez Passerelle en 15 langues, Passerelle BIS, qui sont disponibles en ligne, Maths sans parole, le site Maths et NAF, qui permettent de faire un premier positionnement en lecture et en mathématiques. Ensuite, il y a la question du recours à des ressources qui sont dans la langue de l'élève, hein, en pratiquant des exercices de lecture à voix haute, de petits textes qu'on a trouvés de la langue d'origine. On s'aperçoit déjà si l'élève est lecteur ou pas. À partir de dictées qu'on extrait d'un site, par exemple, on peut voir s'il est capable de rédiger dans sa langue. Et donc d'évaluer s'il y a ou pas une aisance dans le geste graphique. Euh, et puis, évidemment, là-dessus, les outils numériques sont des ressources phares, que ce soit l'ordinateur en tant que tel, mais aussi l'accès Internet, qui, je crois, peuvent être des appuis lors des premiers contacts. Déjà, ça peut permettre de créer un certain degré d'autonomie pour l'élève, hein, d'avoir recours à la recherche de mots, de traduction, puis de créer du lien aussi, de parler de choses connues, de montrer d'où il vient, etc., avec Google Earth, Google Trad. Alors, j'ai rien pour Google spécifiquement, mais voilà quelques outils, mais ils sont nombreux. L'idée, c'est que de toute façon, il n'y a pas de test idéal, hein. Ce qui est important, c'est de prendre en connaissance des spécificités de l'élève et d'être en mesure, même si c'est parfois difficile, de faire preuve de souplesse. Bon, ça nécessite aussi de prendre un temps pour la recherche d'informations, qu'elles soient géopolitiques, scolaires ou linguistiques. Deuxième idée reçue que relève Eduscol, alors il y en a plusieurs, j'en ai choisi 3. Un élève allophone doit faire le deuil de sa langue d'origine s'il veut apprendre le français. Il doit parler le français même hors l'école, même en famille, hein. Très souvent,
je le vois lorsqu'on accompagne des étudiants de MEF sur le sujet, il y a cette croyance que pour que l'élève parle vite français, il faut que même en famille, même dans la structure d'accueil, tout le monde parle français. Or, on s'aperçoit que l'intégration dans les sociétés d'accueil est bien meilleure quand le lien est maintenu avec les langues et les cultures familiales. Au-delà même de ça, la rupture avec ces langues et ces cultures familiales, elle est un traumatisme. La compétence linguistique, elle est c'est-à-dire qu'elle est unique. Il y a pas, elle ne se distingue pas en fonction des langues qu'on maîtrise, et plus on maîtrise de langues, plus on peut en apprendre. Et donc, c'est une richesse qu'il faut garder. Le transfert des structures langagières permet en fait un accès plus rapide aux langues nouvelles. Et puis, vivre dans sa langue, c'est aussi un droit humain. Hein, Eduscol parle de la langue de cœur, hein, qui est celle qui permet d'exprimer l'affection, la proximité. Enfin voilà, en être privé, c'est véritablement en être amputé, et donc c'est créer un trauma supplémentaire pour des élèves qui ont déjà, on l'a dit, des parcours complexes, voire déjà traumatiques. Donc l'accès à la langue maternelle, il est primordial pour le développement de l'enfant et pour l'accès à une langue seconde. Et enfin, favoriser une exposition régulière à la langue cible. Hein, donc, plutôt que de dire à la famille parler en français, ou à la structure d'accueil parlez-leur tout le temps en français, ce qui n'est pas tout le temps faisable, puis on imagine l'énergie que ça demande pour tous, c'est aussi d'être mis en phase de production par des locuteurs natifs, donc des films, des émissions, des enregistrements, des émissions de radio et autres. En fait, l'élève étranger, il développe et il conserve ses compétences langagières dans ses langues en contact. Donc, maintenir, renforcer les compétences dans les langues en contact, c'est toujours bénéfique. Et il n'appartient pas forcément à l'école de produire cet étayage, mais il lui incombe de faciliter dans un cadre de valorisation du plurilinguisme, donc avec des ressources documentaires en langue d'origine, des inscriptions au CNED, des certifications en langue. En fait, il faut valoriser cette maîtrise de plusieurs langues de l'élève et qui va aider son apprentissage du français in fine. Enfin, rapidement, pour la dernière idée reçue, l'apprentissage pour les élèves allophones doit commencer irrémédiablement par celui du français avant toutes les autres disciplines. C'est-à-dire, pas d'apprentissage de l'histoire géo, de la physique ou que sais-je, tant que le français n'est pas maîtrisé. En fait, c'est impossible de rattraper en 6 mois ou 1 an le niveau de langue d'un francophone natif. En 6 mois, tout ce qu'on peut espérer, c'est aboutir, et c'est déjà pas mal, à un français de communication courante. Il faudra plusieurs années d'étayage pour aboutir à une maîtrise parfaite, enfin parfaite ou bilingue. Donc, il faut adapter sa pratique éducative. Évidemment, c'est un défi pour les enseignants, et sa pratique d'orientation en fonction de la marge de progression de l'élève, donc en le prenant de là où il part, et non pas nécessairement de là où on veut faire arriver tous les élèves français ou francophones natifs. Il faut évidemment différencier les évaluations, mais ça paraît assez évident, j'y reviens pas trop, notamment peut-être en favorisant l'oral, hein, donc ne pas surreprésenter l'écrit dans l'évaluation des compétences. Donc, on apprend le français dans des contextes et des situations variées, pas seulement en cours. Hein, donc, l'immersion en milieu ordinaire, elle est nécessaire pour ça aussi. Un néana va apprendre en même temps le français et la physique, le français et la pratique sportive, le français et l'histoire géo. Les connaissances disciplinaires acquises dans un autre système éducatif vont aussi l'aider à apprendre le français. Enfin, en tout cas, l'important, c'est d'avoir un parcours individualisé. Voilà, en conclusion, bon, l'accueil des élèves allophones et des EANA n'est pas le seul devoir de l'enseignant dédié, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, mais de l'ensemble de la communauté éducative. Hein, qu'il est essentiel d'inscrire ces élèves dans leur contexte, dans le contexte dans lequel ils évoluent, et de penser aussi leur accompagnement, le hors l'école, hors la classe, puis que ces élèves, pour trouver leur place dans l'école, ils doivent aussi être considérés au-delà de leur spécificité langagière et de leur parcours de vie. Voilà, merci pour votre attention. Et là, c'est Merci à arrêté. tous les deux pour cette présentation qui était vraiment très, très intéressante. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment d'avoir un temps d'échange avec Noémie et Fabrice. Donc là, je vois qu'il y a une question notamment pour les deux intervenants. Je souhaiterais savoir comment cela se passe pour l'orientation scolaire des mineurs étrangers. Quel interlocuteur privilégié par l'école, référent du lieu d'accueil, ASE ou parent du jeune? Quelle place accorder aux parents présents virtuellement via les TIC dans la vie du jeune sur le lieu d'accueil et à l'école? Donc, c'est une question de Dimitri, qui est doctorant en sciences de l'éducation à Nanterre.
et travailleur social auprès des jeunes sortant de l'ASE. De l'ASE. De l'ASE, pardon. Merci Katia. Je peux prendre Oui. la suite. Fabrice, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Donc, c'est la question de comment se passe l'orientation scolaire et l'interlocuteur. Alors, en fait, l'orientation scolaire, elle se passe comme cela a été décrit, c'est-à-dire avec un test CASNAV, puis placement soit en UPE2A, soit en classe classique. La question, c'est qui va se charger de l'accompagnement au test CASNAV. Et ça peut être fait soit par un éducateur référent, dans le cadre d'un placement socio-éducatif du mineur reconnu mineur et donc placé à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Ça peut aussi, je le disais, être pris en charge, en fait, comme la scolarité n'est pas conditionnée par le placement socio-éducatif, hein, un jeune dont la minorité n'est pas reconnue par les autorités peut être tout à fait scolarisé, mais à ce moment-là, effectivement, il faut que quelqu'un l'accompagne en fait et fasse ce lien avec le CASNAV, avec les institutions. Sur la question sur votre question pardon de l'interlocuteur privilégié, l'école n'est pas en lien avec les parents. En tout cas, pas à ma connaissance. J'ai jamais entendu parler de ça, d'écoles qui prendraient contact avec les parents des MNA. Il s'agit bien des mineurs non accompagnés, hein. Pour les autres enfants allophones, c'est d'autres situations, d'autres réalités. Donc l'interlocuteur privilégié, ça va être effectivement soit le référent ASE, l'éducateur spécialisé, soit l'association citoyenne qui accompagne le jeune quand il n'est pas placé à l'aide sociale, quoi. Voilà. Après, ça pose la question de l'accompagnement du jeune dans ses liens à la famille, mais là, on est plutôt dans le champ éducatif et non pas dans le champ scolaire. Et c'est vrai que les éducateurs spécialisés ont traditionnellement une mission, voilà, classique, c'est le lien à la famille. Et dans le cas des MNA, c'est complexe. Il y a parfois ces tentatives-là, et en même temps, là aussi, on retrouve des points de tension, des tensions contradictoires, hein, puisque au moment de la régularisation, bah, si le jeune a trop de... Enfin, en tout cas, le titre de séjour sera plus facilement obtenu s'il n'a pas trop de contact avec la famille, quoi. Donc, on a, voilà, à nouveau ici, des tensions contradictoires. Voilà, en quelques mots pour répondre. Fabrice, je ne sais pas si non, vous voulez mais je compléter. rebondis. C'est vrai que sur la question des MNA, il n'y a pas de contact entre l'école et la famille, qui est de toute façon, je pense, trop complexe à mettre en œuvre déjà. Et donc, l'interlocuteur privilégié, ce sera forcément le référent du lieu d'accueil. Il y a pas de... les éducateurs, s'il y en a, forcément les associations et autres, mais pas la famille. Après, pour les autres cas, quand les parents sont sur le territoire, évidemment, la famille entre en jeu, mais pour les parents éloignés, l'école ne crée pas ce lien-là. Merci. Est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois Marie-Pierre qui est en train de poser une question. Vous pouvez activer votre micro, hein, si vous le souhaitez. C'est peut-être plus simple. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors bonsoir, je suis Marie-Pierre Barrière et en fait j'ai plusieurs casquettes de titres plutôt auxquels j'assiste à cette réunion, mais à cette conférence, pardon. Mais en fait là, j'étais en train de réagir parce que je suis enseignante en UPE2A depuis septembre. En fait, ma profession, c'est professeur de français en collège, et notre collège vient d'ouvrir une UPE2A. Et donc, j'ai accepté parce que pour compléter mon emploi du temps, en fait, de prendre 2 heures dans la section, enfin, dans le dispositif. Et en réalité, je trouve ça extrêmement compliqué. J'ai l'habitude de côtoyer des MNA, puisque
de par mes engagements associatifs, j'en rencontre beaucoup dans le réseau Éducation sans frontières. Mais le fait de passer de l'autre côté et d'être enseignante de ces jeunes-là en confrontation, en coopération du moins avec des jeunes qui sont pas des MNA, qui viennent par exemple d'Ukraine ou qui viennent, voilà, qui sont dans des familles d'enfants réfugiés ou demandeurs d'asile, etc. Je trouve que c'est extrêmement difficile en fait de faire fonctionner enfin des apprentissages cohérents dans le contexte d'une UPEDESA, d'autant plus que ben voilà, la formation elle est ce qu'elle est. C'est vrai que le CASNAV fait ce qu'il peut, mais malheureusement tout le monde est en pénurie d'effectifs et on n'a toujours pas réussi à croiser quelqu'un qui nous donne une formation adéquate. Et puis bah oui, voilà, il y a la diversité, il y a ce que vous disiez sur les situations de migration très diverses. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment enfin, l'auberge espagnole et que bon, le lien avec les équipes enseignantes est extrêmement difficile aussi à favoriser parce que tout le monde est un peu démuni, quoi. On fait ce qu'on peut dans nos classes quand on se retrouve face à des éléments d'inclusion, mais en réalité, voilà, pour l'évaluation, la différenciation, on a très peu de billes, quoi. Et enfin, moi, je suis assez, enfin, je suis assez négative, quoi, sur ces problématiques d'inclusion scolaire parce que je me rends compte, puis après aussi, de par le volet associatif que j'ai mentionné et toutes ces difficultés liées à la régularisation que Noémie a soulevées, vraiment, enfin, voilà, il y a énormément de questions qui se posent dans les deux aspects. Alors évidemment, enfin, j'ai pas tellement de questions, simplement un témoignage d'une pauvreté, d'une très grande, voilà, aussi d'une souffrance enseignante par rapport à ces questions, quoi. C'est vrai, je peux prendre la suite. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais il y a la question de l'enseignant dans ces structures qui est, bah, il y a une forme de violence à se retrouver, donc, comme vous le dites, pas nécessairement entièrement formés. C'est-à-dire que les enseignants des dispositifs UPE2A ne sont pas toujours des enseignants de FLE, FLS déjà, qui, par-dessus le marché, ne sont pas nécessairement formés à toutes les problématiques migratoires des étudiants auxquels ils font face. Et puis, une multitude de réalités qui fait qu'effectivement, un jeune Ukrainien qui sort d'un lycée ukrainien de Kiev, je ne sais pas, par exemple, et un gamin syrien qui aurait traversé la Méditerranée ont des parcours tellement différents qu'au-delà même du scolaire, il y a des choses à prendre en compte pour lesquelles il faut être sacrément armé. Et là, on se heurte un peu aux limites de l'institution, non pas qu'elle manque de volonté, parce qu'effectivement, le CASNAF fait beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté à positionner tous ces élèves, et du coup, à les positionner de manière cohérente pour qu'ils soient dans des structures qui puissent le mieux possible les accueillir, c'est d'une grande, grande difficulté, effectivement. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement, merci pour le témoignage, Marie-Pierre. Je pense que ça met en avant pas mal d'enjeux et notamment peut-être la question de, enfin, tu le redisais, Fabrice, mais la question de la formation des enseignants, des équipes enseignantes, et puis et de la formation en continu, c'est-à-dire de l'échange entre pairs. Et ça, je sais pas si Marie-Pierre, tu peux nous en dire davantage, mais est-ce que entre enseignants, entre intervenants en UPE2A, il y a ces espaces de co-construction des pratiques à ce stade? Est-ce que ça existe? En tout cas, dans mon établissement, c'est très compliqué puisqu'on n'a pas d'heure de concertation prévue et qu'on est alors c'était pas du tout recommandé au départ. Enfin les formateurs CASNAV, le coordonnateur CASNAV nous a enfin été surpris, mais on est 4 intervenants en fait. Et donc on se répartit des morceaux de demi-journée
journée pour intervenir, mais tout simplement parce que il faut le prendre en compte aussi, mais c'est ce que j'étais en train d'écrire, mon service, moi, manquait d'heures et donc mon emploi du temps et donc on a complété l'emploi du temps par 2 heures du PE2A. Donc faut aussi voir que, heu, enfin, on gère vraiment des pénuries et en fait, j'ai vraiment l'impression que bon, bah, l'UPE2A, c'est un peu la dernière roue du chariot et que bon, malgré toutes les bonnes volontés, nous, on a le coordonnateur, c'est pareil, hein, c'est un enseignant d'italien qui va perdre des heures, donc vite, vite, il se reporte sur l'UPE2A pour être sûr de rester dans notre établissement, quoi. Mais vous voyez enfin, la réalité, elle est quand même, enfin, donc on fait ce qu'on peut, hein, on échange, comme on peut. On avait mis en place un cahier de liaison qu'on remplit plus parce que, bah, en fait, on sait pas trop comment l'utiliser donc non, non, c'est pas franchement, c'est pour le moment, je peux pas dire on soit en très grande réussite par rapport à ça, quoi. Alors, je crois que Catherine, voulait poser une question, mais il faut que vous activiez votre micro. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voulais juste, c'était pas vraiment une question, c'était un commentaire sur l'intervention de Fabrice, parce que j'ai moi-même été dans la situation de Marie-Pierre sans être enseignante titulaire de l'éducation nationale. Je suis arrivée par la petite porte comme contractuelle, enseignante en UPE2A, justement, où j'ai été parachutée face à ces élèves allophones d'âge très divers et d'origines tout aussi diverses. J'enseignais de la 6e à la terminale, en fait, des enfants et des jeunes qui pouvaient venir à la fois de pays africains ou d'Europe de l'Est ou encore d'Asie, avec des réalités complètement différentes et des parcours de vie très, très hétérogènes. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans cette expérience, c'est qu'on avait tendance à considérer ces enfants comme moins intelligents que les autres, pour le dire grossièrement, c'est-à-dire qu'ils étaient très souvent catalogués comme des potentiels décrocheurs avant même qu'ils ne décrochent, et du coup orientés en section MLDS, avec des jeunes décrocheurs et qui, du coup, les tiraient vers le bas, si j'ose dire, ce qui posait évidemment un problème évident de frustration et de colère, hein, chez ces jeunes-là. Et en tant qu'enseignante de français langue étrangère, je n'avais aucun pouvoir sur cette orientation qui était faite en début d'année scolaire et sans l'avis de l'enseignant en question. Donc là encore, je me suis trouvée dans une situation, enfin Marie-Pierre parlait de ce procédé de bouchage de trous, hein, si on peut dire, dans le planning d'un enseignant. Moi, j'ai bouché les trous aussi sans être enseignante de FLE à la base, ni même de lettres. Mon parcours à moi, il est en philosophie, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'est une réalité, malheureusement, dans l'enseignement du français aux allophones, qui est, je pense, assez peu prise en compte, et du coup, qui provoque à la fois de la frustration chez les jeunes et puis chez les enseignants qui sont bien mal accompagnés dans cet enseignement.
Oui, juste, merci pour ce témoignage. Effectivement, vous avez raison. Il y a deux choses qui me paraissent essentielles dans ce que vous dites. Il y a d'abord la question de la formation des enseignants et la représentation que l'institution a du français langue étrangère qu'elle ne considère pas comme une discipline à part entière. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'un enseignant doive avoir un parcours FLE pour enseigner le FLE, et donc d'être un locuteur natif ou un bon locuteur du français est une compétence en soi pour enseigner le français. Or, on voit bien que c'est une difficulté autre, a fortiori quand il y a une question de différenciation si forte entre les niveaux, les âges, les origines, etc. Et puis, il y a la question de l'orientation qui broie littéralement ses élèves, puisque quand bien même un élève serait académiquement très bon dans sa langue d'origine, s'il n'est pas bon en français et en maths, il ne passe pas la barrière du lycée général, en fait. Il très vite C'est se retrouve dans exactement des ça. filières qui Oui. ne lui correspondent pas nécessairement. Et ça, c'est dramatique. Mm. Je n'ai pas vraiment de réponse, juste je partage le constat, le Mais triste constat. je pense que c'est important, c'est très important ce que vous proposez, cette conférence, et j'espère que vous réitérerez l'expérience parce que c'est vraiment capital de communiquer sur ces problèmes-là, et qu'à la fois le grand public et les enseignants soient sensibilisés à ces questions. Et puis l'administration de l'éducation nationale. C'est un vrai sujet qui est important et urgent à traiter. Merci beaucoup, Catherine. Ryumeko a également une question, donc il faut que vous activiez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Bonjour. oui, merci pour cette conférence qui c'est vraiment très, très, très intéressant, donc ce sujet. Alors, particulièrement, donc moi, je suis dans une asso, donc qui accompagne les jeunes à la fin des prises en charge, hein. Donc, on fait de l'insertion par le logement. En fait, on a des logements foyers. Donc ces jeunes, effectivement, on les récupère, soit un contrat jeune majeur, et après, on les accompagne heu, vers de logements autonomes. Donc effectivement, donc moi je trouve intéressant donc ces échanges sur ce sujet, et de voir effectivement qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet, qui approfondissent, voilà. Donc moi j'avais juste donc une petite question, parce que nous sur Lyon, on vient d'avoir une montée en charge, donc notamment, donc qui est liée donc à donc à la loi Taquet, donc pour que ces jeunes ne soient plus dans les hôtels. En fait, ils sont en train de sortir ces jeunes ex MENA, des hôtels pour les placer dans des logements foyers. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé depuis bien, bien longtemps, mais que, ben voilà, ben ça a finalement été validé par cette loi. Et là, aujourd'hui, les pouvoirs publics, effectivement, activent ces projets localement. Donc, nous, on a accepté donc d'accueillir plus de jeunes sur Lyon. Et donc, je ne sais pas, alors, donc moi, j'avais donc une petite question donc, par rapport à cette. Donc, déjà, si ça peut rassurer donc, effectivement certains, je peux vous dire que nos jeunes qu'on a, donc depuis qu'on accueille des jeunes MNA, on n'a que des jeunes qui avancent. Des jeunes qui avancent, c'est rare en tout cas qu'on ait des jeunes qui se, voilà, qui se trouvent dans des situations, dans une sortie. C'est vraiment très positif en fait ce que je veux en fait moi passer comme message, c'est que l'accompagnement fonctionne, et les voilà, donc tout ça, on le voit nous à la fin. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué au début quand ils sont mineurs, mais à la fin, quand ils sont confrontés à des situations bah, voilà, d'autonomie, tout ça, les choses avancent, et c'est donc est-ce que pour vous la loi Taquet, donc le fait qu'ils sortent de l'hôtel, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui va aider effectivement à ce que la à ce que ces jeunes soient, alors moi je parle, voilà, donc est-ce que ces jeunes soient mieux, voilà, donc mais mieux dans leur parcours donc d'accompagnement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez effectivement par rapport à ça. Voilà, donc c'était ça ma question. Merci, Ryumeko. Merci beaucoup.
pour votre témoignage et puis pour cette question. Je me permets de prendre la parole. Alors, je suis désolée, ma caméra a rendu l'âme. Voilà. Donc, je suis en mode furtif. Je réagis sur cette question de l'hôtel social parce qu'effectivement, la loi Taquet a affirmé que la mise à l'abri en hôtel social était une mise à l'abri non adaptée pour tout mineur. Donc, une décision en soi positive. La loi Taquet a également rajouté que dans des cas exceptionnels, le placement en hôtel social pour certains mineurs était possible, mais sans dépasser un délai de quelques mois, sans que ce soit précisé en fait dans les décrets qui ont suivi la loi Taquet. Et donc, je me permets de nuancer ce que vous avez amené. Alors, effectivement, je pense que c'est très important de mettre en avant ce que la municipalité de Lyon est en train de mettre en place. C'est-à-dire effectivement de sortir ces jeunes de la situation de l'hôtel social. Alors peut-être pour préciser, tout le monde n'est peut-être pas familier de la mise à l'abri en hôtel social, mais c'est effectivement des contextes voilà, où les jeunes sont quand même vraiment laissés à eux-mêmes, dans des contextes très insécurisants. Ils sont parfois beaucoup trop nombreux par chambre, voire par lit, avec des risques d'agression physique, d'agression sexuelle, etc., etc. Donc un contexte définitivement peu adapté pour des mineurs ou même pour des jeunes majeurs en réalité. Voilà. Mais donc ce qu'on observe avec la loi Taquet, c'est que d'un côté on affirme que c'est une solution qui est inadaptée pour les mineurs, et de l'autre on maintient que en cas exceptionnel, on maintient la possibilité d'avoir recours à l'hôtel social. Et en fait, ce que certains chercheurs ou certaines associations ont mis en avant, c'est que en amenant ces deux éléments-là, en réalité, on vient un peu systématiser le passage par l'hôtel social des mineurs non accompagnés. Voilà, donc c'était juste pour nuancer un petit peu sur les apports de la loi Taquet, sans remettre en cause effectivement que certaines municipalités peuvent se saisir de ça, mais du coup on est à nouveau face à une forme d'inégalité territoriale, c'est-à-dire que chaque département, chaque commune fait un peu sa sauce sur la question du traitement des MNA, et donc en fonction de là où le jeune tombe, eh bien, il aura des chances très variées d'avoir accès à ses droits, quoi. Merci beaucoup, Noémie. En fait, on a bien dépassé déjà l'heure. S'il reste peut-être encore une question, on ne sait jamais. Rio Meco, je vois que la main est toujours levée. Est-ce que c'est parce qu'il y a une réaction ou Ah ben désolé, je ne l'ai pas enlevé. Ah, Alors, il faut il n'y a pas de appuyer. souci. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on arrive. Ah non, Marie-Pierre a une autre question. Oui, juste pour terminer sur une note positive, parce que Oui. j'ai quand même été assez voilà. Simplement, je ne sais pas quels sont vos leviers à vous, mais par rapport à vos postes de chercheurs et voilà, et ce que vous pouvez impulser, mais c'est vrai que de suggérer que l'ensemble des enseignants volontaires, qu'il y ait des formations de bassin sur ces questions d'inclusion des élèves allophones, et qu'on cesse peut-être de les appeler allophones tout simplement. Je pense que ce serait vraiment ce serait une bonne idée, effectivement. Mais voilà, de peut-être souffler l'idée que tous les enseignants, et pas seulement ceux qui gèrent ou qui s'occupent des d'OPE2A parfois sous la contrainte, puissent bénéficier de quelques heures de décryptage du parcours de ces enfants,
Et puis, on sait très bien que la problématique de l'inclusion, elle dépasse largement les profils spécifiques, mais qu'elle peut vraiment aussi rejoindre des préoccupations pédagogiques qui peuvent très bien voilà, concerner également des élèves en difficulté scolaire, des élèves en situation de handicap cognitif, etc. Et que le fait de se poser la question de l'inclusion par une entrée ou par une autre, permet aussi à l'enseignant de réfléchir sur ses pratiques et de certainement rejoindre beaucoup mieux un certain nombre d'élèves, quoi. Tout simplement aussi en acceptant et en acceptant de se questionner sur ses propres limites dans le cadre de ses pratiques. Voilà, donc tout simplement, hein, si vous avez la possibilité de suggérer Alors, que ça. il- il existe déjà des formations hein, sur ces sujets-là, justement, pour accompagner. Il y a un tout nouveau module qui est mis en place à la rentrée, si je ne m'abuse. Noémie, si tu peux nous en parler. Oui, ouais. Alors, mais effectivement, mais moi je rebondis sur ce qui vient d'être dit Oui. avant. Je pense effectivement que c'est un enjeu de taille à la fois pour les enseignants et pour les équipes éducatives, et que ce soit dans les formations des enseignants ou en IRTS, en fait, on gagnerait. Il est nécessaire de développer les programmes concernant les situations de migration. Ça, je pense que c'est un constat sur lequel on est d'accord. Il se trouve que donc voilà, on a été plusieurs à monter ce DU Action sociale et migration il y a maintenant quelques années. C'est une formation qui fonctionne en module, donc il y a 6 sessions dans l'année, 6 sessions de 3 jours avec des thématiques. Donc par exemple, on a des thématiques sur l'asile, sur le droit au séjour, sur comment on accompagne une personne en souffrance, qui a vécu des violences, notamment sur les routes migratoires, etc., etc. Voilà. Et une des thématiques qu'on développe justement à partir de la rentrée prochaine, donc qui aura lieu en octobre, c'est la thématique de l'enfance et de la migration. Et donc un module qui va se concentrer sur et bien justement sur la spécificité de ces jeunes dans le champ scolaire et éducatif, et comment on peut à la fois créer des espaces pour que les professionnels et les bénévoles aussi d'associations puissent eh bien, se retrouver pour échanger autour de leurs expériences respectives, avec entre pairs et avec des professionnels un peu voilà, qui sont là pour écouter, pour accompagner, pour guider, et en même temps des contenus un peu solides sur les caractéristiques sociologiques, sur les cadres juridiques, sur les enjeux psychologiques, sur etc., etc. Voilà, donc c'est un module qui a lieu, qui durera 3 jours complets. Il est possible de suivre ces 3 jours en auditeur libre, c'est-à-dire que voilà, s'il y a parmi nous des personnes qui sont intéressées par le DU migration, vous pouvez très bien vous inscrire pour toute l'année. Vous pouvez aussi vous inscrire comme auditeur libre pour notamment ce module enfance et migration. Voilà, c'était l'occasion pour glisser l'information en rebondissant sur ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Alors encore une fois, moi ce DU m'intéresse énormément, hein. Je vous l'ai déjà fait savoir plusieurs fois, Noémie, mais encore une fois, on est bloqué en tant qu'enseignant, parce qu'on n'a absolument pas la liberté de poser des disponibilités, d'annualiser notre emploi du temps pour pouvoir se former. Et ça, c'est encore une fois, ça fait partie des choses qui devraient pouvoir bouger, parce que ben voilà, l'opportunité de se former en dehors même des formations du plan académique, voilà, ça devrait être proposé et être possible, quoi. Bon, voilà. Ouais, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on
on est arrivé à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Fabrice et Noémie, pour avoir mené le sujet et avoir pu répondre aux nombreuses questions. Donc, comme on vous l'a indiqué, donc on fera un replay de cette intervention que l'on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube. Et dans tous les cas, nous vous enverrons le lien. Toutes les personnes qui étaient inscrites, en tout cas, vous recevrez le lien de ce replay. Merci à tous et puis très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toutes et à Merci. tous. Au revoir.